on dit un formateur est en perpétuel apprentissage. Euh, Comment vous vous formez aujourd'hui? Alors, je me forme avec vous, je veux dire, avec les gens qui participent. Là, par exemple, depuis 3 jours, j'ai appris une ou deux choses. J'ai entendu, tiens, jusqu'à maintenant, je n'avais pas fait ce lien. Vous voyez, j'utilise un mot pour cela, établir des reliances. Ça veut dire entre un fait qui est ici, un fait qui est là, établir un pont, une passerelle qui va relier ces deux faits et qui va faire qu'ils prennent soudain nouveau. Voilà. Donc, je veux dire, le processus de formation, c'est une mise au monde permanente. On se met au monde en permanence. Je ne suis pas tout à fait le même homme que j'étais il y a 5 jours avant de venir ici en Égypte. Voilà. C'est pas un changement bouleversant, c'est pas. Mais je me suis enrichi, j'ai capté deux ou trois choses qui. Tiens, ça c'est intéressant, de l'approfondir. Voilà. Donc c'est un processus en permanence. Ce qui fait d'ailleurs que la méthode ESPER, par exemple, que j'ai bien formaté en 1997, à travers un livre qui s'appelle Pour ne plus vivre sur la planète Terre, T-A-I-R-E. Je fais un jeu de mots sur l'homonymie. Eh bien, cette méthode, elle s'est déjà enrichie. Je pourrais presque écrire un deuxième manuel. Alors bon, j'écris de toute façon à peu près un livre et demi par an, dont cette méthode, elle s'enrichit en permanence grâce aux stagiaires, j'ai envie de dire, aux découvertes. Comme un peu Freud, il enrichit entre ses premières découvertes dans les années 1900 et ce qu'il a découvert en 1913, en 1920, en 1937, 2 ans avant de mourir. Il y a toute une évolution. Il a même été amené à modifier ses concepts de départ. Vous voyez, il y a donc une inventivité permanente quand on est formateur et quand on est écrivain. À propos de l'écriture, puisqu'on aborde les sujets, j'aimerais bien savoir, je comprends qu'elle tient elle prend une grande partie de votre vie actuellement, de votre quotidien. Et j'aimerais bien entendre une journée chez vous, classique, savoir comment ça se passe Voilà. depuis le réveil jusqu'au soir, quand vous ne faites pas des formations, quand Tout vous à êtes fait. chez vous. Chez moi. Alors, d'abord dire que je vis seul. J'ai une compagne, mais qui vit sur un autre territoire, que je peux inviter chez moi, je vais chez elle. Donc. Mais quand, dans ma journée classique, c'est seul, donc je me lève, et j'ai 75 ans, le corps se fatigue à 75 ans, les muscles, donc je fais des exercices physiques. Je fais ce qu'on appelle des pompes, je fais 100 pompes par jour. Tous les matins. Tous les matins. Des exercices physiques, je respire et je prépare mon petit déjeuner. Bon, je suis végétarien poisson, donc je mange plutôt des légumes et du poisson. Donc le matin, je mange des fruits et du thé. Ensuite, je fais un temps de méditation. Pas entre 10 minutes et disons 20 minutes, une demi-heure maximum. Voilà. Comme j'ai la chance de vivre dans une grande maison au milieu d'un grand parc, j'ai une petite salle de méditation isolée où je fais la méditation à la Salomé. Hein. Je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas zen. J'ai inventé une forme à base de respiration, de centration, et ça me va bien. Ça, voilà. Un peu comme si chaque jour, eh bien, je me rencontrais. Voilà, je me rencontrais. Ensuite, donc, j'écris. Voilà, soit je réponds à du courrier, soit je règle des problèmes par email, etc.
et dont j'écris en permanence en fait. Hein. Des petits bouts de papier, une idée arrive, il ne faut pas la laisser échapper. Parce que les idées, c'est comme des bulles de rosée. Si vous ne la captez pas, elle s'évapore et après, où elle est, elle est partie. Donc voilà. Et je mets des fois au propre. Il suffit d'ailleurs que j'ai écrit 4 lignes la veille, je relis ces 4 lignes, j'en rajoute 5. Et c'est comme ça que une page d'écriture peut naître comme ça par apports successifs. Ensuite, je fais le tour de mon jardin. Bon, j'ai un grand parc, je suis un grand planteur d'arbres. Eh bien, je rencontre chacun de mes arbres, là, donc j'enlève les branches mortes, je fais le tour comme ça, j'aime beaucoup, voilà. Je mange vers 1 heure et pendant 2-3 heures, eh bien, comme je vis en Provence, dans le midi de la France, j'ai une terrasse et je m'excuse de le dire, je me mets tout nu sur ma terrasse et alors soit je rêve, soit je lis. Donc je lis tous les jours. C'est l'écriture et la lecture sont mes 2 grandes activités quand je suis chez moi. Je suis un passionné de lecture, je lis beaucoup. Je lis 2 ou 3 livres en même temps. Voilà. Et donc vers 5h, 5h30, eh bien, soit alors, ça c'est la partie un peu publique, je peux recevoir des amis. Je donne des rendez-vous à ce moment-là, vous voyez, s'il y a des gens qui demandent, ou je continue à écrire et j'arrive au repas. La soirée, c'est très variable. Si je suis avec ma compagne, on vit la soirée ensemble. Si j'ai des invités, on discute. Si je suis seul, j'écoute de la musique. Je peux regarder aussi la télévision. J'aime beaucoup la télévision. Et je m'endors, je me couche, je m'endors vers minuit, 1h. Je dors très peu. Voilà, minuit, 1h. Je me réveille à 5h30 le matin. Vous voyez, j'ai 4h30, 5 heures de sommeil. Ça me suffit. Parce que je tombe dans le sommeil d'un seul coup. Je sors du sommeil. Je suis réparé. De quoi rêvez-vous? Pardon? De quoi rêvez-vous? Le rêve. Ah, ça, les rêves, c'est tout un monde, les rêves. J'ai beaucoup de rêves que j'ai oubliés, dont je ne me souviens pas au réveil, mais je sais que j'ai rêvé. Et puis des rêves donc qui reviennent à la surface et dont je vais découvrir plusieurs jours après qu'ils ont du sens. Et Freud disait que à travers les rêves, on va réaliser certains désirs impossibles, certains désirs inavouables même. Je suis comme tout le monde, j'ai ces rêves-là. Ce qui est curieux, c'est que je ne rêve pas beaucoup. Je suis père de 5 enfants. Je ne rêve pas beaucoup de mes enfants, mais mes enfants, ils sont dans la réalité. Je pense à eux. Je ne suis pas un père très envahissant qui téléphone, qui demande. Je peux appeler mes enfants, je ne sais pas moi, chaque 3 mois au téléphone. Ou ils m'appellent. Nous avons des relations très souples, très libres. Donc c'est des rêves, disons, de situation. Voilà. Je fais moi des rêves souvent, des rêves structurants, que j'appelle structurants. Je vais donner un exemple. Par exemple, pendant des années, je faisais un rêve qui me laissait au réveil en colère contre moi-même. Dans ce rêve, j'étais attaqué par des hommes, des gens qui me voulaient du mal, 2, 3, 4 personnes. Et dans mon rêve, je fuyais. Je prenais la fuite. Et je sortais du rêve. Et je me réveillais en sueur et pas content de moi d'avoir pris la fuite. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de prendre la fuite. Comme je sauvais ma vie comme ça.
J'ai fait ça pendant plus de 20 ans. Et puis, il y a à peu près 20 ans, dans un rêve, j'étais attaqué, des gens avaient des couteaux, ils allaient me tuer. Et dans mon rêve, dans un premier temps, j'ai commencé à prendre la fuite. Mais non, je me suis arrêté, je me suis retourné et j'ai affronté, j'ai fait face au danger. Et je me suis réveillé. Et ce rêve-là, il a une importance très importante dans ma vie. Que dans la réalité, face à des situations un peu difficiles, je prenais toujours la fuite. Je ne réglais pas le problème. Je prenais la fuite. Et depuis que j'ai fait ce rêve, j'affronte la situation. Même dans la réalité, je ne prends plus la fuite. J'appelle ça un rêve structurant. C'est un rêve qui va... C'est comme ça que je le vois. Vous donner la force d'affronter quelque chose, ou de résoudre un problème, ou de faire face à une situation pénible, ou douloureuse, ou difficile, par exemple. On a abordé légèrement votre histoire, situation familiale. Donc vous avez une compagne qui, je comprends, vous ne vivez pas ensemble, c'est un choix. J'ai ce qu'on appelle une relation de rencontre. Voilà. Alors, c'est en deux temps. Hein. J'ai eu une compagne, après mon divorce, il y a 40 ans, j'ai une compagne avec qui j'ai une relation qui a duré 27 ans, presque 28 ans. Elle aurait voulu se marier, avoir donc ce que j'appelais une relation continue. Moi, je n'étais pas prêt. Moi, je lui propose ce que j'appelle une relation de rencontre. Fondée, c'est parmi les relations les plus difficiles à vivre. Parce qu'elles sont fondées sur le plaisir, le bien-être, le bon qu'on a à être ensemble. Pourquoi serait-il difficile? Il est bien plus facile, je ne sais pas, d'avoir une relation de rencontre qu'une relation de couple. Parce qu'une relation de couple, une relation continue, il faut gérer le quotidien. C'est Et difficile. les inconvénients du quotidien. Et l'usure. Et la répétition du quotidien. Et ça, c'est parfois terrible. C'est terrible. Et il y a... Parce que, restons quelques instants là-dessus. Dans une relation de couple, c'est le partage d'une double intimité. Intimité commune et partagée, intimité personnelle et réservée. Il y a des choses, ma chérie, que je vais vivre avec toi, il y a des choses que tu vas vivre avec moi, intimité commune et partagée, intimité personnelle et réservée. Il y a des choses que je ne vivrai pas avec toi, il y a des choses que tu ne vivras pas avec moi. Donc ça, et c'est la cohabitation harmonieuse de ces deux intimités qui va faire que on peut rester longtemps ensemble si chacun respecte l'intimité de l'autre et non pas où c'est que tu étais, qu'est-ce que tu faisais, qui c'est qui t'a téléphoné, pourquoi tu fais ça. Vous voyez, l'intrusion souvent du partenaire, et vous savez de quoi je parle, l'intrusion du partenaire dans l'intimité personnelle. C'est donc la cohabitation. Je reviens à votre situation à vous, sans vouloir être intrusive. Eh bien, ma situation à moi, c'est que je ne crois pas que c'est bon pour moi, une relation continue. Je me sens pas, je sens que ça me contraint, que ça me limite, que je perds une certaine liberté d'être. La liberté d'être, c'est pas la liberté de tout faire, mais de ne pas avoir de compte à rendre, de ne pas avoir de contrôle plus ou moins direct de la part de l'autre, etc. Donc, je crois que ma personnalité, et si nous avons pu rester d'ailleurs aussi longtemps, parce que c'est ma relation la plus longue, 27 ans,
Mes deux précédents mariages, ils n'ont pas duré. Un a duré 12 ans, l'autre a duré 7 ans, 8 ans. Donc 27 ans, c'est ma relation la plus longue. Et je suis persuadé que 50% des couples se séparent le jour où ils se marient. Ils ne le savent pas. Ils pourraient vivre plus longtemps ensemble s'ils acceptaient de vivre sur deux territoires différents. Et je rêve, voyez-vous, de rencontrer par exemple des architectes qui fassent ce que j'appelle des appartements bisexués. Un territoire féminin, un territoire masculin, un territoire commun. Parce que si vous êtes honnête avec vous-même, quand vous rentrez du travail le soir, vous n'avez pas toujours envie de rencontrer l'autre. Vous avez envie des fois de vous rencontrer vous. Donc il faudrait aller sur votre territoire à vous, passer mettons une demi-heure, une heure pour vous rencontrer. Quand vous êtes rencontrés, vous pouvez passer sur le territoire commun. Si l'autre a fait la même chose, là, vous vous rencontrez vraiment. Mais il y a deux moments clés dans la vie de couple. Les séparations du matin, les retrouvailles du soir. On se sépare trop vite. On ne prend pas le temps de se serrer dans les bras, de rester l'un contre l'autre, là, à respirer un petit peu, à faire le plein de la présence de l'autre. Pour partir, va se quitter pendant 8 heures. Et surtout le soir, prendre le temps de se rencontrer, de se retrouver, pour vivre cette seconde journée qu'est une soirée, et ensemble, alors qu'on a passé 8 heures, 9 heures sans se voir. Et alors je sais bien pas, je n'en fais pas un modèle, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui auront besoin de vivre ensemble et de gérer le quotidien ensemble. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont vivre ensemble, mais qui auront du mal à rester dans cette relation. Et la relation aurait plus de chances de durer si ils étaient sur deux territoires différents, plus ou moins proches. Ça peut être l'autre côté de la rue. Toujours un peu de votre côté de famille, c'est une curiosité personnelle. Souvent dans vos stages, vous parlez donc vous avez 5 enfants, j'entends le nom de Bruno, Eric. Moins souvent, je parle plus nom de tous vos enfants et je ne sais pas si vous vous êtes déjà interrogé sur... Oui, bien sûr. Bien, il se trouve que dans cette session, j'ai cité beaucoup Eric et Bruno. Dans d'autres sessions, je cite davantage mes filles et d'autres me disent « Mais vous avez des garçons, vous n'en parlez pas. » C'est suivant les exemples, suivant que... mes 5 enfants ont été des enfants redoutables. Redoutables. Parce que je ne savais rien, j'étais un Cro-Magnon, un véritable Cro-Magnon, un homme préhistorique. Et c'est eux qui m'ont fait grandir. Mais chacune de mes filles m'a fait faire des découvertes incroyables. Les plus grandes leçons de psychologie, je ne les ai pas appris à l'université. Je ne les ai pas appris en faisant ma thèse, je les ai appris avec mes enfants. Alors pour les reprendre chacun, donc du plus grand au plus petit, donc il s'appelle comment? Ma fille aînée, Nathalie, qui est biologiste. J'ai des enfants qui sont plutôt scientifiques. Il n'y en a qu'une qui est dans les relations humaines. Voilà, donc Nathalie, Eric, qui est informaticien, c'est une grosse tête en informatique. Il travaille c'est un problème aujourd'hui important, la sécurité en informatique. Parce que vous savez qu'avec les hackers qui pénètrent dans les systèmes, il y a Bruno qui est pilote. Il vit aux États-Unis, il a la carte verte. Il y a donc Marine qui est également une scientifique, qui a un doctorat en sciences et qui travaille au chemin de fer, qui a un poste de responsabilité à la SNCF, au chemin de fer français. Et puis il y a Clara qui est dans la communication interne dans une grande banque, elle s'occupe de communication.
Donc Clara, Bruno, Marine, Eric, Nathalie.